Bonjour, je m'appelle Guylaine Gay, je suis animatrice, humoriste, autrice et je partage ma vie avec un homme extraordinaire et bipolaire. Bienvenue au balado T'engages-tu? Dans cet épisode, je pose la question, est-ce que l'anxiété est le mal du siècle ou un instrument d'évolution? Mes invités, Audrey Livet, qui est psychologue au département de psychiatrie à la clinique des jeunes adultes psychotiques du CHUM. Bonjour Audrey. Bonjour Guylaine. Et Jacinthe Bezaujean, qui est technicienne en travail social et agente d'intégration chez Intégration Travail Laurentide. Bonjour Jacinthe. Bonjour Guylaine. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Guylaine. On a beaucoup de matière. On commence ça maintenant. J'ai une première question pour toi Audrey. C'est quoi la différence entre l'anxiété et le stress? Alors tout d'abord, le stress et l'anxiété, ce sont des réactions physiologiques qui sont distinctes, mais elles sont liées également. Par exemple, on peut vivre des événements stressants dans notre vie de tous les jours ou même pendant l'enfance et ça peut augmenter notre vulnérabilité à développer des troubles anxieux, que ce soit à l'enfance, à l'adolescence ou bien à l'âge adulte. Est-ce qu'on peut dire que le stress, c'est moins intense que l'anxiété? Alors après, ça dépend. On peut vivre des stress extrêmement intenses dans notre vie de tous les jours et puis on peut aussi, avec le temps, devenir extrêmement anxieux et vivre beaucoup de détresse. Le stress, c'est plus une réaction adaptative de l'organisme face à une demande qui est perçue comme exigeante ou menaçante et c'est la réaction du corps qui se prépare à un événement particulier. Le stress, il est généralement provoqué par un facteur externe, un événement en particulier, comme un examen, un décès, une confrontation avec quelqu'un. Le stress, il disparaît une fois la situation stressante résolue. Mais on peut aussi vivre du stress quand c'est une situation agréable. C'est pas forcément une situation désagréable. Donc, comme un petit trac, par exemple. Tout à fait. Comme un petit trac avant un podcast. Ben voilà. Comme on a tout ça, là. Même moi, j'ai le trac, là. C'est commun, ce genre de stress-là. Tout à fait. Donc, l'origine, c'est plus des facteurs externes. Et puis, la durée, généralement, du stress, c'est temporaire et ça disparaît une fois la situation résolue. Donc, que l'anxiété, c'est un peu plus compliqué, c'est différent. Les fonctions du stress, c'est qu'à faible dose, le stress peut être bénéfique. Il favorise l'adaptation de la personne, il améliore la vigilance, il mobilise de l'énergie pour répondre à une demande. Il mobilise aussi des ressources physiologiques comme l'augmentation du glucose sanguin, par exemple, pour optimiser la performance. Donc le stress, s'il est excessif, il devient délétère parce que ça peut entraîner sur le long terme une détresse importante, mais aussi ça contribue au développement de l'anxiété. Et c'est quoi l'utilité du stress et de l'anxiété? Alors, l'utilité du stress, c'est déjà de réagir à un événement particulier et puis ça permet de mettre en place des fonctions physiologiques qui permettent d'optimiser la performance et puis ça favorise l'adaptation de la personne face à cet événement et ça améliore la vigilance et ça mobilise l'énergie nécessaire pour répondre à cet événement stressant. Et si on vit, par exemple, beaucoup de stress et qu'on s'en occupe pas, qu'est-ce qui peut arriver? Et bien là, c'est l'anxiété qui rentre en jeu. Donc l'anxiété, c'est plus un inconfort émotionnel durable qui est caractérisé par une inquiétude excessive face à plusieurs événements, mais c'est aussi une anticipation d'un danger potentiel. Le stress est plus un événement en particulier, mais l'anticipation de cet événement-là et même l'inquiétude après cet événement-là, là, c'est plutôt l'anxiété. Et souvent, l'anxiété fait qu'on a des ruminations, une compréhension de la situation qui est disproportionnée par rapport à la réalité. Comme par exemple, pour l'avoir vécu personnellement, une crise d'anxiété où le cœur te bat tellement vite là, que c'est sûr que tu vas mourir. Donc, évidemment, dans la réalité, tu ne vas pas nécessairement mourir, mais là, tu es tellement obsédé par le fait que tu ne vas pas bien que ça va aussi loin. Fait que c'est toute cette appréhension-là de la peur qui grossit. Tout à fait. L'anxiété est vraiment liée à la peur. Et puis, on a des symptômes physiques qu'on peut aussi avoir avec le stress. Mais l'anxiété, voilà, ça va mobiliser des fonctions du corps. Ça peut être des fonctions respiratoires. On se met à respirer plus vite, là, comme par exemple l'hyperventilation
dans les attaques de panique. On peut aussi avoir le cœur qui bat plus vite, les tensions musculaires. On peut même avoir des vertiges. Au niveau plus du système digestif, la digestion va se couper. Et en fait, l'objectif de toutes ces sensations qui sont finalement désagréables sur le moment, c'est de fuir le plus vite possible de la situation, parce que c'est le cerveau reptilien, là, le cerveau plus archaïque, qui va être engagé dans une situation perçue comme une menace. Et dans ce cas-là, l'objectif, c'est de fuir de cette situation. Donc le cerveau, il va aller mobiliser des fonctions de l'organisme pour qu'on fuit le plus vite possible de cette situation. Ah, moi, c'est drôle, mes crises d'anxiété commençaient tout le temps de la même façon. J'avais comme l'oreille gauche qui commençait à me piquer. Puis là, ça commençait à tourner. Là, je me disais, oh mon Dieu, ça s'en vient, ça s'en vient. Fait que c'est cette anticipation-là qui faisait grossir un peu l'anxiété, mais ça se manifeste chez chaque personne de façon différente, j'imagine. Tout à fait. Pas tout le monde que l'oreille y pique, c'est ça que je veux Non, dire? c'est ça. Mais après, c'est ça. On peut se concentrer aussi sur des battements cardiaques qui sont beaucoup plus rapides. On peut avoir une tachycardie. Et dans ce cas-là, pareil, l'inquiétude, la peur augmente. Et puis, on va se fixer sur ces sensations-là et on va commencer à ruminer, à s'inquiéter. Et là, comme tu dis, on peut aller jusqu'à faire une attaque de panique, mais il peut y avoir aussi d'autres conséquences face à cette détresse. Audrey, quel rôle ont les hormones quand on parle de stress et d'anxiété? Alors déjà, Guylaine, je vais parler des hormones qui sont activées lors d'événements stressants. Il faut savoir que durant un événement stressant, le cerveau, il va mobiliser certaines parties donc du cerveau. Au début, les organes sensoriels vont faire en sorte qu'on perçoit la situation comme une menace. Ça va être analysé par le cortex et puis aussi par un système limbique qui fait la régulation émotionnelle. Et ces structures, elles vont comparer la situation que l'on vit à ce moment-là avec des expériences passées. Donc, il y a différentes parties du cerveau qui vont être impliquées et puis ça va mener au fait que certaines hormones vont être sécrétées. L'hypothalamus, par exemple, qui est une partie du cerveau, il va sécréter une hormone qui va ensuite aller au niveau de l'hypophyse. Puis cette hypophyse, qui est une autre partie du cerveau, va ensuite générer de l'adrénocorticotrope au niveau des glandes surrénales. Et puis les glandes surrénales, c'est elles qui produisent le cortisol. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt connu que le cortisol, c'est ce qui est l'hormone du stress. À ce moment-là, il y a l'adrénaline qui va être sécrétée pour augmenter la fréquence cardiaque et la vigilance. Et une fois que le stress est terminé, le cortisol, il va réguler le système au niveau des informations en mémoire pour une future exposition. Donc, il faut savoir que quand il y a une hyperactivation, un excès de cortisol, à ce moment-là, on peut développer sur le long terme des troubles anxieux généralisés, des attaques de panique ou même un épisode de stress post-traumatique. Et par contre, quand il y a une hypoactivation, donc une baisse du cortisol, là, sur le long terme, on peut développer des dépressions et une anxiété qui est plus en lien avec de l'hypersensibilité émotionnelle et de la fatigue. C'est quand même complexe, hein? On a tout un bel ordinateur là, à l'intérieur de nous, là. Tout à fait. Et pour l'anxiété? Alors pour l'anxiété, c'est vraiment différent. Là, c'est plus au niveau de la chimie du cerveau. Il y a ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Donc, c'est des petits messagers chimiques qui vont permettre de transmettre l'information au niveau des neurones. Et en fait, l'anxiété, ça va avoir un impact sur le long cours sur ces neurotransmetteurs qui vont être moins produits. Et donc, il y aura des symptômes anxieux qui vont être développés. Donc, l'objectif, c'est vraiment de cibler ces neurotransmetteurs et ces réactions physiologiques quand on va travailler sur l'anxiété en thérapie. Et puis aussi, il faut savoir qu'il y a d'autres hormones qui vont avoir un impact sur l'anxiété, comme les œstrogènes, la progestérone ou encore les hormones thyroïdiennes. Donc c'est ça, le corps, il y a une espèce d'homéostasie, un équilibre intérieur. Et à partir du moment où certaines hormones vont être davantage produites, et même l'anxiété elle-même va avoir des conséquences sur la production de ces hormones ou de ces neurotransmetteurs, et on va avoir davantage de symptômes anxieux. Comme on dit, les hormones emmènent large. Jacinthe, je t'ai pas oublié. J'ai une question aussi pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais concrètement comme travail?
Oui, bien, dans le fond, nous, les agents d'intégration, notre rôle, là, c'est de soutenir les personnes qui peuvent vivre avec des défis particuliers, qui peuvent nuire, dans le fond, à leur capacité à s'adapter à leur milieu de travail. Donc, concrètement, on apporte un accompagnement personnalisé, toujours avec l'accord de la personne qu'on accompagne. Là, ça va être de pair avec la collaboration du milieu de travail, l'employeur, aussi souvent avec des conseillers en emploi. Ça peut arriver aussi qu'on ait à collaborer avec des intervenants externes ou même des proches, là. Ça nous permet d'avoir une vision globale, dans le fond, de la situation pour bien identifier les besoins. Puis à ce moment-là, on va pouvoir proposer des moyens pour adapter le temps aux besoins du travailleur qu'à son environnement de travail. Le but, là, de favoriser là, la collaboration puis la réussite professionnelle de tous. Et là, on parle d'anxiété, de stress. J'imagine qu'il y a des gens qui arrivent devant toi qui vivent du stress et de l'anxiété. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu leur dis? Oui. Comment tu les outilles? Oui, bien nécessairement. C'est sûr que chaque personne qu'on rencontre là, vient avec son individualité qui est unique, puis dépend aussi de son contexte de travail là, qui est aussi particulier. Fait que dépendamment des enjeux que la personne va rencontrer, on va trouver des outils qui sont variés pour lui permettre finalement d'apaiser puis de développer son autonomie, sa capacité à se maintenir en emploi. Puis ça peut se faire, par exemple, dès le début, à l'intégration au travail. Par exemple, une personne là, qui intègre un nouveau milieu, on pourrait l'accompagner pour l'aider à se familiariser. On peut aussi aider là, dans n'importe quel moment au processus d'emploi, là, par exemple, dans le développement des compétences au travail ou des savoirs, savoir-être, savoir-faire, etc. Dans l'exécution, l'apprentissage des tâches, on peut faire du 1 pour 1, montrer un peu là, des méthodes de travail, offrir un soutien technique aussi par des outils, etc. Et si la personne nous l'autorise ou si c'est un besoin qu'on cible, on peut proposer de faire de la sensibilisation dans le milieu. Hein, pour vraiment que les besoins de la personne soient bien compris, faciliter, dans le fond, des stratégies de collaboration puis le travail d'équipe. Dans le fond, nous, notre rôle, là, c'est vraiment de prendre le rôle de facilitateur là, entre le travailleur, l'employeur et l'équipe de travail, là, dans le but que tout le monde puisse bien collaborer là, puis trouver les meilleures façons là, de travailler ensemble un peu à la fois. Et tout ça en visant le maintien de l'emploi. Exactement, la réussite et le maintien à long terme en emploi. Jacinthe, quelles sont les stratégies qui sont les plus efficaces en milieu de travail? Bien, Glenn, là, comme chaque personne puis un milieu de travail est unique, on ne peut pas dire qu'il y a des stratégies qui soient universelles. Là. Ce qui fonctionne pour toi ne pourrait pas fonctionner pour une autre personne, puis même dans ce que je te propose aujourd'hui pourrait fonctionner, tandis que ça pourrait arrêter de fonctionner dans quelques semaines. C'est pour ça que c'est important d'avoir une boîte à outils variée. Ce que je peux te proposer aujourd'hui, c'est des outils simples, faciles à appliquer, puis que je trouve que c'est un bon point de départ là, pour vraiment apprendre à apprivoiser son stress, à accepter, dans le fond, ce que ça nous fait vivre, les impacts que ça a, puis aussi à prendre action, agir sur notre stress là, pour nous aider à nous apaiser. Ce que je propose en ce moment, c'est la méthode STOP, qui est quand même très simple et qui nous permet de passer au travers de ce processus-là. On commence par le S, S pour s'arrêter. À ce moment-là, on s'arrête, on prend quelques secondes. On peut même fermer les yeux là, à ce moment-là. On s'ancre dans le moment présent. Ça nous permet de rompre le cycle du stress là, puis de se concentrer sur le ici-maintenant. À ce moment-là, une fois qu'on est arrêté, on peut passer à T. T pour technique de respiration. On est arrêté, puis on va prendre une grande respiration. Les techniques de respiration, il faut savoir qu'elles sont vraiment efficaces pour apaiser la réaction physiologique de stress parce qu'ils réactivent le système nerveux parasympathique qui, lui, est responsable du repos. Okay, c'est vraiment simple. Ce que je vous propose, c'est simplement de prendre une grande respiration abdominale. On respire par le ventre pendant environ 4 secondes. On retient légèrement la respiration, puis on expire tranquillement pendant 6 à 8 secondes. On peut répéter là, cet exercice-là à plusieurs occasions, puis au même moment, les yeux fermés, en respirant, on prend le temps de s'observer, de voir ce qui se passe dans son monde interne, là, au niveau de nos pensées, de nos émotions, de notre corps, est-ce qu'on est tendu, de nos comportements. Puis on s'amène à se questionner sur ce qui nous stresse vraiment. Est-ce que c'est une tâche qu'on trouve trop complexe? Est-ce que c'est un conflit avec un collègue? Est-ce que c'est l'accumulation aussi de beaucoup de choses avec la conciliation de la vie personnelle et du travail? Puis à ce moment-là, on prend conscience tranquillement de ce qu'on ressent pour agir en conséquence, pour passer à P. P pour passer à l'action, pour libérer les tensions. Fait que là, à ce moment-là, il y a plusieurs options qui sont possibles, dépendamment de ce que vous avez identifié. C'est sûr que c'est difficile là, d'identifier des fois nos déclencheurs, nos stresseurs. Mais ce qu'on peut savoir, par contre, c'est que quand on est en situation de stress, notre corps, il sécrète beaucoup d'énergie qui a besoin d'être dépensée.
Ce que je conseille en contexte de travail, c'est de prendre une pause active. Pause active, là, c'est on laisse son cellulaire de côté, là, puis on va se promener un petit 10 minutes. Ça peut être sinon des étirements. Ça peut être aussi simplement un outil anti-stress, hein, comme une balle. Ou un autre moyen que j'aime beaucoup, c'est la relaxation progressive qui consiste à contracter certains muscles, puis à les relâcher en partant des pieds, en montant dans le corps, puis en montant jusqu'à la tête. Sinon, ce qu'on voit aussi beaucoup en contexte de travail, c'est la planification de l'organisation de ses tâches. Est-ce que tu as d'autres stratégies à utiliser dans le contexte du travail? Ben oui, c'est sûr que nécessairement qu'il y a des thèmes qu'on revoit plus souvent, comme l'organisation, la planification. Pourquoi c'est efficace une bonne organisation dans ces tâches? Mais c'est parce que ça nous permet de nous structurer, de prioriser, dans le fond, ce qui est important, de ce qui est moins important, de ce qui est urgent, de ce qui est moins urgent. Aussi de se planifier des pauses, hein, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on va se délaisser un peu au niveau de nos pauses parce qu'on est concentré dans la tâche, mais on a besoin de ce temps de repos, de prendre soin de soi. Ce que je suggère, là, c'est de faire une liste de tâches puis d'utiliser la matrice qu'on appelle Eisenhower. Cette matrice-là, elle permet, dans le fond, de prioriser, d'optimiser finalement la prise de décision, d'améliorer notre priorisation des tâches en catégorisant, dans le fond, nos tâches soit par urgentes, non urgentes, importantes, non importantes. Fait que c'est comme une liste qu'on se fait à soi-même. Ça donne des repères et ça diminue le stress, donc. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des affaires qu'on pensait peut-être plus importantes que c'est vraiment. Exactement. Puis ça nous permet de prendre du recul, hein, sur notre charge mentale et aussi, dans le fond, de se sentir sécurisé, hein, par une structure. Sinon, si je peux te proposer un autre truc, c'est la communication. Dans le milieu de travail, là, c'est vraiment important de parler. Hein? Aller parler de ce qu'on ressent, poser ses questions, sortir un peu là, de son bureau, de sa tâche pour aller parler à vos collègues. Là, c'est vraiment une méthode efficace pour désamorcer la tension, là, souvent, qui se génère dans notre cerveau. Ben moi, j'aurais une question à ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut aborder ça avec un collègue de travail? Tu sais, là, tu dis aller parler, mais comment est-ce c'est quoi l'amorce? Mettons que quelqu'un écoute en ce moment et dit « Ah, j'aimerais peut-être ça parler de tel ou tel sujet avec Ouais. un collègue, mais comment je fais ça? » Comme agent d'intégration, moi, c'est un peu une partie de mon travail là, d'accompagner les personnes à trouver leur personne ressource. Hein, c'est sûr qu'il faut que ce soit une personne qui soit disposée à recevoir ce qu'on a à dire, qui puisse aussi répondre à nos besoins ou à nos demandes. Fait que c'est d'identifier peut-être dans le milieu de travail là, la personne, hein, qui est adéquate pour recevoir cette communication-là. Peut-être pas le sortir à l'heure du dîner puis dire à tout le monde Ah, ça me stresse ou ça, c'est. Bien, ça De peut faire... peut-être pas divulguer ta liste là, dont tu parlais là, à Exact. tout le monde. C'est de trouver la personne ressource et cette personne-là pourra nous aider là, dans le contexte du travail. Oui, puis encore là, ça dépend des milieux puis du climat de travail. On s'entend qu'il y a des milieux qui sont très ouverts, puis dans lesquels ça fait du bien de ventiler puis de normaliser notre réalité puis qu'on peut partager avec nos collègues, puis ça l'enlève aussi la tension, là. Ça dépend quand même du contexte. Puis c'est sûr que dans l'idéal, c'est de trouver la personne qui soit adaptée pour recevoir là, notre message. Et qui pourra faire le message aux autres éventuellement. Exactement. Un dernier truc? Oui. Par exemple, que le stress ou l'anxiété nous envahit, qu'on fait une crise d'angoisse, ce que j'aime donner comme truc, c'est une technique d'ancrage qui s'appelle 5, 4, 3, 2, 1. Donc, on va identifier dans notre environnement 5 choses qu'on peut voir, 4 choses qu'on peut toucher, 3 choses qu'on peut entendre, 2 choses qu'on peut sentir et 1 chose qu'on peut goûter, qui soit présente ou passée. Hein. Et ça ramène dans le moment présent. Exactement, ça nous permet de nous recentrer sur le moment présent, de sortir du cycle de l'anxiété, puis après ça, d'avoir des idées un peu plus claires. Audrey, qu'est-ce que tu conseilles à tes patients de mettre en place pour favoriser une bonne gestion du stress et de l'anxiété? Alors déjà, je conseille de développer des stratégies donc de gestion du stress et d'anxiété pour mieux réguler les émotions et éviter qu'elles deviennent envahissantes. Donc souvent, la première étape, c'est d'identifier et d'analyser les situations stressantes parce que bien souvent, on n'en a pas conscience. On a plus conscience des sensations physiques qui sont extrêmement désagréables. Donc vraiment, l'important, c'est d'apprendre à reconnaître les situations qui sont anxiogènes ou stressantes dans le but de développer des comportements qui vont nous permettre de réguler nos émotions et qui vont permettre sur le long cours de diminuer l'anxiété. La respiration, c'est un outil puissant. Comme nous disait tout à l'heure Jacinthe, observer sa respiration, ça permet de prendre conscience de son souffle sans chercher à le modifier, mais être dans l'ici et maintenant.
Il peut aussi y avoir d'autres stratégies comme la respiration abdominale, comme Jacinthe l'a dit tout à l'heure. Ça permet d'oxygéner davantage le cerveau pour qu'il y ait des échanges gazeux au niveau des poumons qui permettent une sensation de bien-être. Une respiration lente et régulière, là, pour avoir cette sensation de bien-être et puis que le cerveau puisse comprendre qu'il n'y a pas de danger. Des exercices de relaxation, on peut écouter des CD ou des vidéos YouTube. Et il y a aussi des exercices de pleine conscience. Donc c'est vraiment cultiver un rapport plus apaisé avec ses pensées, mais aussi avec ses émotions. On peut repérer les sensations pendant la respiration et au lieu de focaliser sur ces sensations-là, on va plutôt porter son attention sur l'air qui rentre et qui sort. On peut essayer de se connecter aux sensations corporelles, observer les tensions et puis essayer de relâcher le corps. On peut aussi observer les pensées stressantes qui viennent nous envahir, les reconnaître, mais essayer de ne pas s'y accrocher et de pas les amplifier, comme si elles passaient sur nous. Audrey, on parle beaucoup d'anxiété de performance, mais c'est quoi? Alors l'anxiété de performance, c'est une forme d'anxiété qui survient spécifiquement dans des situations d'évaluation et de performance. Ça va se manifester par une tension interne causée par la peur de l'échec ou une anticipation négative face à cette situation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de performance et le niveau d'anxiété et de stress sont interreliés dans cette situation-là et il y a une zone de performance. La zone de performance, c'est le niveau optimal de la réalisation d'une tâche. Et un effet de stress peut être bénéfique en favorisant la concentration et la motivation. Mais par contre, lorsque l'anxiété dépasse un seuil optimal, elle devient un frein. Ça va générer une perte de concentration, un épuisement, de la procrastination et une désorganisation pour éviter donc l'angoisse, la peur liée à cette tâche. Jacinthe, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un employeur qui croit que la gestion de l'anxiété est une question de volonté? Bien, d'abord, on va se comprendre, là. La gestion de l'anxiété, là, c'est loin d'être une question de volonté, là. C'est pas une question de vouloir ou de pas vouloir. On peut pas juste se dire, là, je vais arrêter d'être stressé, là, comme d'éteindre un interrupteur. Ça demande des stratégies adaptées puis un environnement qui est idéal pour ça. Parce que, dans le fond, nos facteurs de stress sont influencés par des facteurs internes, hein, nos pensées ou nos expériences, ou les facteurs externes qu'on peut retrouver dans le milieu de travail stressant, par exemple. C'est pour ça qu'un employé va bénéficier finalement d'un accompagnement, des mesures adaptatives dans un milieu de travail qui va considérer son stress comme quelque chose de humain. Puis dans le fond, par là, en étant soutenu dans un environnement adapté, ça permet à l'employé de réussir à s'épanouir dans son travail. Puis ce qu'on peut retenir, là, c'est qu'un employé qui est soutenu, c'est un employé qui peut briller et faire briller son entreprise. Et c'est ce qu'on veut. C'est pour ça que le balado existe. Audrey Livet, psychologue au département de psychiatrie à la Clinique des jeunes adultes psychotiques du CHUM, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux pour ce beau moment passé ensemble. Jacinthe Bezeau-Jean, technicienne en travail social et agente d'intégration chez Intégration Travail Laurentide, merci infiniment. Merci Guylaine, merci Audrey, là, ça m'a fait un grand plaisir de faire ça avec vous aujourd'hui. C'était le balado. T'engages-tu? Cette initiative a été réalisée par Intégration Travail Laurentide, promoteur et coordonnateur du projet, et ce grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, notamment la Direction générale de Services Québec des régions de Laval et des Laurentides. Nous souhaitons également remercier pour leur contribution financière la Ville de Saint-Jérôme, M. Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme, Madame Cathéry Champagne-Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ainsi que Madame Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville. Nous souhaitons finalement souligner l'implication des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, particulièrement le Centre de formation continue des Patriotes du Centre de service scolaire des Mille-Îles, mandataire du projet. Le regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, Dysphasie Laurentide, Sphère, ainsi que le CI3S des Laurentides. Phonique. Le fin son de l'histoire.